43 ans, voire 44 ans au pouvoir, et bientôt 93 ans en âge. Paul Biya, qu'a-t-il fait de bien pour le peuple camerounais? Ils vous citeront la démocratie et d'autres choses qui n'ont aucun intérêt, aucun avantage pour le peuple camerounais. Ils vous citeront des grosses formules, ils vous parleront de l'éducation, alors que cette éducation-là, on connaît tout simplement la finalité, c'est-à-dire qu'on finit Ben Skinner, qu'on ait le doctorat ou le CPE, ou tout autre, quand on a de la chance, on va au BIR pour se faire abattre quelques 2 ans après. Paul Biya n'a donc pas fait avancer le Cameroun. Bien au contraire, il a fait reculer. Terriblement reculer, puisqu'aujourd'hui le Cameroun est un pays hyper endetté. Mais qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Que ce pays-là soit si endetté. Qu'a-t-on réalisé avec cet argent? Les conditions de vie ne sont pas améliorées. Et même celui qu'on prétendait être un grand panafricaniste, on se rend compte qu'il n'a jamais voulu changer le franc CFA. Ah! Et voilà une mauvaise nouvelle qui arrive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, savez-vous que la Banque des États de l'Afrique centrale aujourd'hui n'a plus de devises? C'est une situation catastrophique. Et qui est là-bas? C'est le neveu de Biya. Dieudonné et vous, Mokou. C'est aussi lui qui a dirigé pendant longtemps et a même encore la main sur la CA, la Caisse autonome d'amortissement. Aujourd'hui, la BDAC est au rouge parce qu'il manque de devises. Et il y a eu fuite de devises. Mais qui a fait fuir les devises? Puisque c'est le neveu de Biya qui était là à la BDAC. Qui est là à la BDAC? Comment la BDAC peut aujourd'hui manquer de devises? Vous comprenez donc que le régime Biya a passé son temps à faire des détournements, le blanchiment et bien sûr expatrier des devises. Le neveu de Biya, l'autre, Vondayolo, directeur du cabinet civil, son épouse, Sylvia Yolo, elle a été surprise ici, avec des devises. Et elle a dit qu'elle était en instance de divorce. C'est pour cela que son mari lui a remis ça. Mais avant même ça, on avait déjà vu Mbemba, qui avait aussi été arrêté ici à Paris. Brenda Biya et tout le reste ne font que faire sortir des devises. Chantal Biya voyage maintenant toutes les 2 semaines en jet privé, et puisque la première dame a une immunité, le passeport diplomatique et tout ça, on ne fouille pas son avion. Les devises ne font que sortir. Voilà donc la BDAC qui est quasiment tombée. Paul Biya, le panafricaniste, qu'on attendait au moins parce qu'on nous disait que, oh, il est en train de quitter ceci et cela, c'est un grand panafricaniste, le franc CFA, c'est fini, c'est ceci et cela. Ici, je peux encore vous donner une très mauvaise nouvelle.
Parce que la souffrance arrive. La SEMAC est en train de se déclarer en faillite et demande la fermeture même de ses bureaux. La SEMAC, où le Cameroun, sur le plan régional, est le poumon. Et pourquoi? Parce que, exactement comme on l'a vu à l'Union africaine, le Cameroun, le grand Cameroun ne parvient pas à cotiser. Voici le communiqué numéro 00066/26 SEMAC/C/DC. Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, commission, cabinet du président. Bangui, le 5 février 2026. Note circulaire à l'attention des membres du gouvernement de la commission de la SEMAC. Objet, suspension provisoire des activités. Suivez bien. Monsieur le vice-président, messieurs les commissaires, l'évolution des chiffres se rapportant à la situation de trésorerie régulièrement présentée par l'agent comptable central et par l'agent comptable de la commission, tant pendant les sessions des conseils des ministres de l'UEAC que lors des différentes réunions du collège des commissaires, révèlent une dégradation continue de nos finances. Pour y répondre, les 2 dernières sessions du Conseil des ministres ont prescrit à la Commission de mener un dialogue franc sur la question avec les États membres. C'est à ce titre que j'ai mandaté Monsieur le vice-président à l'effet d'effectuer une mission circulaire au sein des 6 États membres de la communauté. À ce jour, alors que la mission a déjà couvert 4 pays sur 6, les effets escomptés de la dite mission tardent à être visibles. La situation financière de la communauté s'avère être aujourd'hui plus que préoccupante au point d'asphyxier le fonctionnement régulier des institutions, y compris celui de la Commission. Au regard de ce contexte, et tenant compte du très faible niveau actuel de la trésorerie disponible, j'ai le pénible mais impérieux devoir de suspendre toutes les activités et autres missions de la commission de la SEMAC en attendant l'amélioration du recouvrement de la taxe communautaire d'intégration, TCI. Seules les activités et missions d'importance hautement stratégiques seront autorisées. Avec l'assurance de ma considération distinguée, le président Balthazar Engonga. Ah, Balthazar, c'est ça que vous allez juste retenir. Mesdames et messieurs, ce courrier doit vous faire perdre le sommeil si vous êtes actuellement au Cameroun. Parce que non seulement notre pays n'a pas réussi à payer la taxe, mais il a plombé la SEMAC. Ce qui signifie que, ce qu'on vous disait là, vous avez entendu comment ils ont commencé à dire qu'on rapatrie les fonds. Les fonds qui sont en France, qui sont en Europe et qui sont en Asie. Où sont ces fonds-là? Ils avaient déjà tout mangé, ils avaient déjà tout volé. Voilà la SEMAC qui est à terre. Paul Biya est celui-là qui a continué à maintenir le franc CFA. Il ne l'a jamais combattu. Idriss Déby avait dit, sortons du franc CFA. Paul Biya a dit, jamais.
Tous les autres voulaient sortir du franc CFA. Paul Biya a dit qu'il s'accroche sur le franc CFA. Et d'ailleurs, Paul Biya est le seul chef d'État qui a maintenu les accords de douane avec l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne vient avec ses marchandises sans payer la douane. Au Cameroun, tous les autres États de la CEMAC ont dit, mais comment on va le percer? Qu'on va verser les marchandises européennes qui ne payent pas les douanes et tout et tout. Non, nous, on ne veut pas ça. Les marchandises européennes vont continuer à payer la douane chez nous. Paul Biya, le panafricaniste, est le seul qui a signé que les marchandises entrent comme ça. Et il est le seul qui a aussi signé, insisté, qu'on reste dans le franc CFA. Et voilà ça qui arrive donc. Quand vous voyez donc la situation, c'est-à-dire nous avons déjà ce que l'on appelle des crédits. Mais le pire, c'est que ces crédits nous sont en même temps à la banqueroute. Regardez le nombre de crédits que le régime Biya ne fait que prendre. Mais ces crédits servent à quoi? Ça produit quoi? On n'a pas vu que ça a créé des emplois, on n'a pas vu que ça a amélioré les conditions de vie, on n'a pas vu des outils de développement ou encore des infrastructures. Le Cameroun n'a fait que s'endetter au point qu'aujourd'hui, toutes les institutions de Bretton Woods sont inquiètes par rapport au Cameroun et c'est pour ça que vous les voyez courir à gauche et à droite pour maintenant prendre des crédits et des crédits. Le Cameroun, en cas d'école, le Cameroun est donc en pleine banqueroute. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter tout de suite ce qu'on appelle ce qui nous a tués et qui nous tue. Pays le plus corrompu du monde, à moult reprises, voilà tout ce que Biya a fait du Cameroun. Tout cet argent qu'on ne fait que prendre entre encore dans la liste des détournements et des détournements. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Ils sont en train d'essayer tout. Vos enfants, arrière-petits-enfants, payeront ça pour des siècles et des siècles. Et ils vont même vendre, vous allez peut-être découvrir que le Cameroun est déjà vendu. Parce que le nombre de dettes est incroyablement élevé. Mesdames et messieurs, écoutez ceci. En tout cas, ce que nous savons, les comptes ont été gelés. Et nous sommes à la recherche d'autres comptes, parce qu'on sait qu'il y a des prête-noms. Mais je vous expliquais le système de NAS, le système de filets, parce que même si vous mettez des prête-noms, s'ils ont un document indiquant qu'ils viennent du même pays que vous, ces comptes vont subir le même sort. Il y a en ce moment 64 milliards de francs CFA qui quittent les caisses du Cameroun tous les jours. 64 milliards quittent les caisses du Cameroun. Vous m'envoyez votre numéro WhatsApp ou bien vous me contactez, je vous envoie le lien. Tous les jours, on a 64 milliards de francs CFA qui quittent les caisses. Non. Et entre-temps, les Camerounais vivent dans la misère la plus abjecte. Toi, tu vois que les temps sont durs, c'est même des gens d'india. C'est caillou. On va mourir, tout est. On va mourir. Où est même parti l'argent de ces pays? Où est parti l'argent de ces pays? Tu me demandes. Ah. L'argent est là. Non, c'est pas normal. Les ogres mangent, les ogres meurent. L'argent de ce pays est là. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête, un paradoxe qui dure depuis des décennies. On a sous les yeux une analyse sur le Cameroun et l'aide internationale qui pose une question au fond toute simple mais vertigineuse.
Comment un pays peut-il recevoir des milliards de dollars de la Banque mondiale, de l'Union européenne, du FMI, année après année, sans que la transformation économique promise n'arrive jamais? Notre mission aujourd'hui, c'est ça. On va tenter de comprendre avec ce texte pourquoi tout cet argent n'a pas réussi à bâtir une économie solide au Cameroun. C'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse nous pousse vraiment à aller au-delà de l'excuse un peu facile de la mauvaise gestion ou de la corruption. C'est pas si simple. La source parle d'un problème systémique, d'un mécanisme qui, même avec les meilleures intentions, produit le contraire de ce qu'il est censé faire. Donc, on va, si vous voulez, regarder un peu la plomberie du système, voir comment l'aide est vraiment structurée et ce qu'elle provoque, en fait, sur le terrain. La plomberie du système, j'aime bien l'image. Alors, allons-y. Commençons par le premier point qui m'a frappé, ce que la source appelle l'illusion comptable de l'aide. Les chiffres sont énormes. Le Cameroun reçoit chaque année entre 800 millions et 1,2 milliard de dollars. Ça peut représenter jusqu'à 1/5 du budget de l'État ouénier. Ce n'est pas marginal. La question est évidente du coup. Où va cet argent ? C'est la question à 1 milliard de dollars, littéralement. Et la réponse de l'analyse, elle est assez décapante. Cet argent, il n'arrive pas comme un chèque en blanc que le gouvernement peut dépenser comme il veut. L'aide est fléchée, elle est conditionnée. Et une part considérable de ces fonds est en réalité prédépensée. Le texte est très précis là-dessus. On parle des salaires, des frais de cabinet de conseil internationaux, des ONG étrangères qui mettent en œuvre les projets. Et des équipements aussi, j'imagine. Et bien sûr, l'achat d'équipements, de technologies qui sont souvent importées des pays donateurs eux-mêmes. Attendez, ça veut dire qu'une partie de l'aide annoncée ne fait en fait qu'un aller-retour. C'est un peu comme si je donnais 100 € à une amie pour rénover sa cuisine, mais à condition qu'elle engage mon cousin et qu'elle achète les meubles dans mon magasin. Au final, une grosse partie de l'argent me revient. Mon amie a une cuisine neuve, mais elle n'a pas vraiment eu 100 € à investir comme elle le voulait. C'est une excellente image. C'est exactement ça, l'illusion comptable. L'analyse avance un chiffre choc. Dans beaucoup de projets, plus de la moitié des fonds repartent hors du pays. Officiellement, dans les statistiques, le Cameroun a reçu 1 milliard. Mais en réalité, la richesse que cette somme est censée créer n'est pas capitalisée localement. Elle retourne financer des expertises et des biens dans les pays d'où elle vient. L'aide est comptabilisée, oui, mais elle n'est pas vraiment investie sur place. C'est sidérant, cette idée que la moitié des fonds repartent. Mais on pourrait se dire, même la moitié qui reste, c'est énorme, hein. Ça devrait suffire à lancer des usines, à créer une vraie industrie. Or, c'est justement là que la source pointe ce qu'elle appelle le fait le plus accablant. 40 ans d'aide et toujours pas de base industrielle solide. Le secteur manufacturier stagne autour de 12% du PIB. C'est très peu. C'est dramatiquement faible. Et c'est la conséquence directe de ce mécanisme. L'économie camerounaise, comme le décrit bien l'analyse, reste une économie d'exportation de matières premières brutes. On ne parle pas de produits finis à haute technologie. On parle de pétrole brut qu'on envoie se faire raffiner ailleurs, de bois en grumes, de fèves de cacao, de coton. C'est l'image d'Épinal de l'économie de rente. On vend la matière première à bas prix et on laisse les autres créer la richesse en la transformant. Et après, on rachète les produits finis beaucoup plus chers. Exactement. Vous mettez le doigt sur le concept clé, la valeur ajoutée. Toute la valeur, la transformation, le design, le marketing, les marges, est créée, captée et taxée ailleurs, pas au Cameroun. L'analyse est formelle, aucun pays dans l'histoire ne s'est développé sans construire sa propre base industrielle. L'aide, telle qu'elle est décrite, finance des projets visibles, une route par-ci, un dispensaire par-là. Mais elle ne finance pas la création de filières industrielles complètes, elle ne restructure pas l'économie. C'est un peu abstrait, mais les conséquences sont très concrètes. Ça veut dire qu'un jeune ingénieur camerounais, par exemple, a très peu de débouchés dans son pays. Il doit soit travailler pour l'État, soit s'expatrier. C'est un potentiel énorme qui s'en va. C'est précisément ça. On parle de fuite des cerveaux, mais c'est une conséquence directe de cette structure économique qui n'offre pas d'opportunités. Si vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas besoin d'ingénieurs en production. C'est aussi simple que ça. Et si on n'a pas d'industrie, on n'a pas non plus d'entreprise qui paye beaucoup d'impôts. Ce qui nous amène à un autre effet pervers incroyable que l'analyse met en lumière, l'impact sur la fiscalité.
Le texte note que la pression fiscale au Cameroun est d'environ 13% du PIB. C'est bien en dessous du seuil nécessaire. Que se passe-t-il quand l'aide internationale vient combler ce vide budgétaire ? Ça change absolument tout. Ça brise le contrat social fondamental entre un État et ses citoyens. L'analyse fait une distinction qui est, je trouve, essentielle. Un État qui vit des impôts de ses citoyens doit, en théorie, leur rendre des comptes. Il y a un lien de redevabilité. Je te paie des impôts, tu me fournis des services. Mais quand un État est financé en grande partie par l'aide extérieure, il devient redevable à ses bailleurs de fonds. La priorité n'est plus de satisfaire sa population, mais de satisfaire un comité à Bruxelles ou à Washington. c'est exactement ce glissement qui s'opère. Et on vous dit que le Cameroun est un État souverain. Il y a zéro souveraineté donc quand vous entendez ces explications qui, ma foi, font honte et font très mal. C'est-à-dire qu'on dit que le Cameroun, c'est un pays souverain, mais qui va mendier la dette. Voilà un pays souverain que les bandakani, les bandikani vous présentent. Notre pays est souverain. Souveraineté nationale au Cameroun. Reconquête réelle ou illusion politique. Discours souverainiste et contrat opaque. Le grand paradoxe camerounais. C'est Adrien Macaire Lemdia qui fait ce papier. La souveraineté nationale constitue aujourd'hui un enjeu central du débat public au Cameroun, notamment à l'aune des opérés en matière de gouvernance publique dans les secteurs stratégiques. Présentés comme des leviers de développement, les partenariats publics-privés, PPP, interrogent cependant, lorsqu'ils reposent sur des clauses léonines susceptibles de limiter la capacité réelle de l'État à décider, contrôler et sanctionner. Dans un contexte marqué par une corruption systémique, l'efficacité de ces mécanismes contractuels et institutionnels conditionne directement la crédibilité des politiques de recouvrement de la souveraineté et leur impact sur l'intérêt général. À ce titre, la souveraineté nationale est devenue un argument central de justification de nombreuses décisions étatiques. Nationalisation, rupture de contrat, exclusion d'opérateurs étrangers ou réaménagement institutionnel sont régulièrement présentés comme des actes de reconquête de l'autonomie économique et stratégique du pays. Mais au-delà du discours, ces actes traduisent-ils réellement une volonté de recouvrer la souveraineté nationale ou relèvent-ils parfois d'une souveraineté de façade? Depuis plusieurs années, le Cameroun a engagé ou a annoncé une série de décisions majeures. Le retour de la gestion de l'eau potable dans le giron de l'État à travers Camwater. Le rachat du distributeur d'électricité Eneo, auparavant contrôlé par le fonds Actis. L'éviction du groupe Bolloré de la gestion du port autonome de Douala, alors même que ce groupe est impliqué dans l'exploitation du port en eau profonde de Kribi. Dans le même temps, l'État continue de conclure de nombreux partenariats publics-privés avec des entreprises étrangères dans des secteurs stratégiques, notamment portuaires, autoroutiers, péages routiers, énergétiques et logistiques. Cette dynamique s'inscrit cependant dans un environnement marqué par une corruption endémique, des détournements massifs de fonds publics et une succession de scandales, Kangate, Covid-Gate, exportation illicite d'or et de diamants, controverses récurrentes, opaques. Cet article vise à clarifier le concept de souveraineté nationale, à identifier les secteurs qui en relèvent réellement et à analyser si les actes posés par les pouvoirs publics camerounais participent effectivement à sa reconquête ou s'ils masquent parfois
des transferts de contrôle plus subtils. 1. Secteur de souveraineté nationale. La souveraineté nationale ne se limite pas à la détention formelle des actifs par l'État. Elle s'exprime avant tout par la capacité de décision, de contrôle et de sanction. À ce titre, plusieurs secteurs sont stratégiques. Souveraineté économique et financière, maîtriser des ressources, des recettes publiques et des circuits de redistribution. Souveraineté énergétique et hydraulique, accès à l'électricité et à l'eau, service essentiel à la stabilité sociale et à la compétitivité économique. Souveraineté portuaire et logistique, contrôle des ports, des flux commerciaux, des systèmes de scanning et de dédouanement. Souveraineté fiscale et douanière, capacité de l'État à collecter l'impôt et à lutter contre la fraude. Souveraineté informationnelle et sécuritaire, gestion des données stratégiques et protection des infrastructures critiques. L'externalisation de ces secteurs n'est pas en soi incompatible avec la souveraineté, à condition que l'État conserve un pouvoir réel de pilotage. 2. Les actes posés, souveraineté réelle ou symbolique. L'un des écueils fréquents dans l'analyse camerounaise est de réduire la souveraineté à la nationalité des co-contractants. Or, remplacer un opérateur étranger par un autre ou même par une entité publique ne garantit en rien un regain de souveraineté si les termes contractuels restent défavorables à l'État. La véritable question réside dans 2 points. La durée des contrats, les clauses de stabilité et d'arbitrage international, la répartition des risques, le contrôle effectif des opérations, la capacité de l'État à auditer, sanctionner ou résilier, sans pénalité exorbitante, comme actuellement. 3. PPP et souveraineté. Une compatibilité sous condition. Les partenariats publics-privés peuvent en théorie renforcer la souveraineté nationale s'y permettent. 2 points. Un transfert réel de compétences, un renforcement des capacités institutionnelles locales, une transparence contractuelle totale. En revanche, ils deviennent des instruments de dépossession lorsque les clauses léonines transfèrent durablement le contrôle stratégique aux partenaires privés. Le débat autour du scanning des marchandises au PAD, port autonome de Douala, impliquant SGS et transatlantique, oh là là, c'est compliqué cette histoire-là, ça veut toujours me casser la langue. Transatlantique, voilà, c'est bon, illustre parfaitement ces tensions entre contrôle public affiché et dépendance opérationnelle réelle. 4. Corruption et contradiction souveraine. Il existe une contradiction majeure entre l'ambition de souveraineté et la faiblesse de la gouvernance interne. La corruption systémique vide de sa substance toute politique souveraine. Un État incapable de contrôler ses propres agents, de sécuriser ses recettes ou de sanctionner les abus perd plus de souveraineté par l'intérieur que par la présence d'acteurs étrangers. La fuite des ressources, les détournements et l'impunité institutionnalisée constituent aujourd'hui l'un des principaux freins à la souveraineté effective du Cameroun. La souveraineté nationale ne se décrète pas, elle se construit. Elle ne se mesure ni à la couleur du passeport des partenaires, ni au slogan politique, mais à la capacité de l'État à gouverner avec rigueur, transparence et compétence. Au Cameroun, le véritable défi n'est pas seulement de reprendre les secteurs stratégiques,
mais de réformer les institutions, d'assainir la gestion publique et de replacer l'intérêt général au cœur des décisions. Sans cela, la souveraineté restera un mot puissant, mais un concept creux, invoqué pour masquer des continuités plus que de véritables ruptures. Signé Adrien Macaire Lemdja. Mesdames et messieurs, vous voyez donc que quand ils veulent séduire les Camerounais, ils vous disent que oh, nous voulons déjà nous-mêmes nous occuper de ceci, faire cela et tout et tout. Comme par exemple cette histoire de transatlantique au port. Mais transatlantique, c'est qui? Ils vont vous dire que c'est un truc national, ils vont contrôler, c'est déjà à Kribi. Allez voir qui est là-bas. Allez voir, vous allez encore vous rendre compte que c'est les Ngongo qui sont devant, mais derrière, il y a encore les mêmes gens, les mercenaires juifs et d'autres individus, c'est comme celui que vous trouvez au Bir. Vous vous demandez que, mais quels sont ces contrats-là? Regardons donc ce qu'ils ont pu récupérer. Ils disent que c'est eux qui gèrent maintenant un secteur clé, comme par exemple des minerais. Vous savez que même la Banque de France, ce n'est pas le papier, c'est de l'or. Le Cameroun a un sous-sol plein d'or. Mais qui exploite cet or? Ce n'est pas eux qui ont donné des contrats miniers à gauche, à droite. Comment est-ce que l'or du Cameroun se retrouve maintenant à Dubaï? On a créé Sonamine. Sonamine, c'est une société étrangère c'est les Américains qui gèrent Sonamine, c'est les Français, c'est les Anglais. Le ministère des Mines, là, c'est un Anglais, c'est un Allemand, c'est un Français. C'est les impérialistes qui sont là-bas. Ce ne sont pas nos frères. Comment peut-on aller s'endetter alors qu'on a de l'or? On a des minerais rares qui profitent de ça. Là encore, c'est un autre scandale. Parce qu'aujourd'hui, on nous balance des noms. Mais les noms qui viennent de la présidence, de la République, ça ne vient pas de l'étranger. Comment l'or du Cameroun fait pour se retrouver à l'étranger? Et combien ça coûte? On cherche les crédits de 100 milliards, 150 milliards, 200 milliards et tout et tout. Mais vous allez entendre ce que le Cameroun perd à cause de ce régime corrompu. Vous allez voir jusqu'où ces gens n'ont jamais voulu le bien pour notre pays. Mais la seule chose qui les intéresse, c'est de s'enrichir. Avec des mercenaires. Mesdames et messieurs, allons un peu regarder.
comment l'or du Cameroun est exploité et par qui? Vous venez tout droit de la région de l'Est. Oui. Vous venez de la région de l'Est et vous avez suivi il y a quelques semaines seulement. Là même encore, nous restons dans le sillage de l'économie, c'est-à-dire la thématique centrale de notre émission de ce jour. Une dispersion, si vous voulez, une volatilisation de 15 tonnes d'or. On sait que la région de l'Est en produit à profusion. Qu'est-ce qu'il en est exactement, vous qui êtes fils de cette partie du pays? Oui, vous savez que pour que les téléspectateurs nous suivent bien, lorsqu'on parle de 15 tonnes d'or, c'est l'équivalent de 5 camionnettes Dina. Parce que les camionnettes Dina prennent en moyenne 3,5 tonnes, donc 3 tonnes et demie. Et lorsqu'on parle de la disparition de 15 tonnes d'or dans un pays qui tend la main partout et à tout moment pour régler ces problèmes, je crois que c'est un problème très grave. Avec des prêts de crédit à tout va. À tout va. Et ce que je voudrais dire, c'est que le Cameroun fait honte. Parce que vous savez, nous qui sommes des fils de planteurs, l'impression que j'ai, c'est que nos parents au village maîtrisent la gestion mieux que l'État du Cameroun. Ça veut dire qu'un vieux papa qu'on retrouve au village maîtrise la gestion que l'État du Cameroun. Et comment? Chaque année, un parent vous dira que j'ai eu 5 sacs de cacao, 5 sacs de café, 10 sacs d'arachide. Mais nous ne comprenons pas pourquoi l'État du Cameroun est incapable de dire clairement qu'en 2025, voici la quantité d'or qui était exploitée ou vendue. On se pose la question de savoir, est-ce qu'il faut donc qu'on confie la gestion de ce pays à nos parents qui font leurs preuves au niveau de la comptabilité? Vous savez, on avait pensé que c'est passé avec, il n'avait pas une structure fiable qui pouvait maîtriser l'exploitation et avoir une traçabilité de ce que notre or devient après son exploitation, que malgré la création de la Sonamite, on reste toujours dans un flou qui ne dit pas son nom. Et vous avez donné du crédit au communiqué à la sortie du ministre par intérim chargé des mines? Non, quel crédit on va donner? Puisque sur le terrain, M. Bonnet-Philippe, personne ne peut vous dire, si nous prenons le cas du chef-lieu du département de la KDI, plus précisément le village Kambélé, personne ne peut vous dire avec exactitude quelle quantité d'or on prélève là-bas chaque année. Et vous ne pouvez pas avoir une richesse aussi importante. Et avec une différence, on dira abyssale entre ce qui est déclaré officiellement, ils ont dit 2 kilos, hein, c'est ça, et 15 tonnes. Bon, c'est quand même, on dira grossier en termes de différence. Non, vous savez, lorsqu'on parle même de 2 kilos, de 2 tonnes, c'est sur la base de quoi? Je vous dis que il manque un mécanisme sérieux de contrôle de l'exploitation des richesses naturelles au Cameroun. L'or n'est qu'une particularité. Parce que nous qui avons fait le tour là-bas, dans ces différents sites, l'État ne contrôle rien. L'État ne contrôle rien. On devra prendre le temps pour une thématique approfondie sur cette problématique-là. Donc, je crois que lorsqu'on parlait de 15 tonnes d'or, ça dépasse de loin, la valeur de ces 15 tonnes d'or dépasse largement l'argent que le Cameroun va emprunter cette année. Parce que le budget de 2026 prévoit déjà des emprunts, des multiples emprunts. Mais on laisse volatiliser 15 tonnes d'or pour après aller chercher les moyens chez ceux qui n'ont pas autant que nous. D'accord, alors je voulais que ce soit votre sujet d'entrée, mais nous avons des économistes sur le plateau. Professeur Kabdelumari va forcément dire un petit mot là-dessus. Oui, il faudrait se féliciter. Ce dossier a été porté par le SDF à l'Assemblée nationale, vous le savez très bien. Le SDF dont vous êtes le vice-président. Non, je suis le vice-président. L'honorable Joshua aussi est la personne qui a révélé cette histoire et qui a posé la question directement au ministre dans
les fameux échanges avec le gouvernement, ce qui a abouti à ce qu'aujourd'hui l'opinion soit édifiée là-dessus. Et ça vient d'où? C'est que nous nous sommes rendus dans l'arrondissement de Batouri pour suivre le circuit d'exploitation artisanale de l'or, et on s'est rendu compte qu'il y a un gros scandale, mais c'est lié aussi à notre système. Quel est le système qui est en place? Vous avez des populations qui vivent sur des richesses et ne savent pas ce sur quoi ils vivent. Parce que le système est ainsi. Vous avez un chef de village que vous interrogez, vous lui dites, est-ce que vous savez quelles sont les richesses de votre village? Il ne sait pas. Ce sont les étrangers qui viennent lui dire quelles sont les richesses du village. Et donc, c'est pour ça que la traçabilité est impossible. Parce que les gens qui sont sur ces gisements-là ne savent pas ce sur quoi ils sont. Parce que le système éducatif, le système de formation ne leur a pas permis. On est d'accord que ça ne devrait pas être le problème des populations riveraines ou autochtones. Il est impossible d'évaluer. Parce que le système d'éducation, de sensibilisation n'est pas assuré par ceux qui doivent l'assurer. Il est impossible d'évaluer parce que ce sont les autres qui viennent avec une expertise extérieure vous dire ce qu'il y a chez vous. Et déjà à ce niveau, le pointage peut être mauvais. Partons sur cette base-là. Même chose pour le pétrole. C'est-à-dire que nous sommes incapables au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire le pointage peut être expressément biaisé. Bien sûr, et ça se fait. Même pour le pétrole, nous sommes incapables au Cameroun aujourd'hui d'avoir un pointage exact du nombre de barils que nous produisons. Parce que la SNH ne fait ses calculs que sur la base de ce que le pointeur lui a dit. Ce qui est quelque chose d'extrêmement grave. Et donc, il faut absolument corriger cela pour aller très loin. Parce que les 15 tonnes dont on parle, ce n'est qu'une filière, celle des Émirats Arabes Unis. On ne parle pas de la Chine, on ne parle de rien. Et les 15 tonnes là, c'est une valeur d'environ 800 milliards. C'est un scandale. 800 milliards de francs CFA. Oui, qui se sont évaporés comme ça. Et donc, une seule filière. Si on s'intéresse à la filière chinoise et à d'autres filières qui existent, on sera un gros scandale pour nous. C'est un scandale. Hein. Et donc, vous voyez qu'il est urgent que... Il est urgent qu'on nous dise la vérité sur le scandale de l'or. Mais j'ai été beaucoup surpris parce que ça devrait être un véritable sujet. Il ne s'agit pas tout simplement de cette petite quantité. Mais d'énormes quantités. Comment s'est-on réussi à sortir? Alors subitement, j'ai vu des confrères et même des gens très sérieux écrire que il y avait des permis miniers qui étaient octroyés. Et ces permis miniers, bien évidemment, on a cité une jeune fille, Indira Babouke, qu'elle a des permis miniers. Donc c'est Indira Babouke qui fait sortir de l'or parce qu'elle est à Dubaï. On l'a vu à Dubaï. L'affaire est venue me trouver ici. Je me suis exclamé parce que je me suis dit, comment est-ce qu'ils font? Ils m'ont dit, c'est le prénom de papa ou de maman. Mesdames et messieurs, c'est quand même assez grave qu'on dise que autant d'or, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'à Dubaï, là où elle est partie, elle dira là, moi je savais qu'elle est partie faire des études. Donc, on dit que maintenant, jusqu'à 800 milliards là, je ne sais pas où elle a mis dans la valise, où on a fait ceci et cela. Parce que quand je vois dans les statistiques, je vois qu'il y a 15 tonnes d'or par exemple. Donc, il y a 5 camions d'INA. 5 camions d'INA. C'est sorti d'où? Je suis donc parti faire des investigations. D'abord au ministère des Mines. Je n'ai pas trouvé de permis
minier en ce nom, que ce soit Babouké ou Indira ou encore leur maman qui est pasteur, sauf s'il y a d'autres prêtres, non. Je suis allé au niveau de la Sonamine. Je n'ai non plus beaucoup vu quelque chose là-bas. Parce que c'est un scandale. C'est un véritable scandale. Mais par contre, je suis allé à la CONAC. Parce qu'un tel scandale, un État ne peut ne pas avoir des éléments sur ça. D'abord, sur la corruption, je vois qu'il y a la CONAC, au 2 février, selon le révérend docteur Dieudonné Massingams, il a reçu 90% des dossiers qui ont été traités. Il y a 8000 plaintes. Il y avait le nom aussi de Babouké là-bas, dont il y a eu une dénonciation venant des réseaux et ils ont engagé une enquête. Mais au niveau de l'or, on n'a pas trouvé de traces d'Indira, ni d'Oswald Babouké, ni de Crescence Babouké. Mais ce que je vais vous révéler d'abord, je salue entre-temps mon ami Ali Bachir. J'ai vu ton nom là-bas. Ali Bachir, je te salue, hein? J'ai vu ton nom là-bas. Franck Biya, j'ai vu ton nom. Avec ton cousin. J'ai vu vos noms. Mais ce qui est beaucoup plus impressionnant, c'est que il y a un rapport sur lequel je suis tombé de Titus Saouen et de Terraou de Yon. Ils sont experts en trafic illicite de minerais stratégiques et de métaux rares en Afrique. Je découvre dans ce rapport et dans cette enquête qui est ici, oui, que Transatlantique, qu'on nous présente, qui a été créé en 2025, qui a des hautes personnalités qui sont là-bas et qui sont impliquées dans le trafic d'or. Donc, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Ils sont en partenariat avec une société à Dubaï. Et il y a un contrat. Ce contrat que je ne peux pas totalement vous lire et qui est en anglais, dit tout simplement que Transatlantique que nous on connaît, seulement pour qu'on nous a dit que ça doit venir pour le scanning. Mais on dit que, moi je découvre notre contrat qui dit que Transatlantique doit fournir de l'or à cette entité-là à Dubaï en 2026 à hauteur de 2,5 milliards de dollars. Donc, 1300 milliards de francs CFA. Rien que en 2026. Rien que en 2026. Voilà pourquoi est-ce qu'ils se battent. 1300 milliards. Je suis allé encore un peu plus loin. Et je trouve que dans ces recherches, où il y a beaucoup d'hommes d'affaires, qu'ils ont
qu'ils ont empoché 4 500 milliards en 5 ans. Que le Cameroun n'a reçu rien. Cet argent n'est pas seulement resté là-bas, il a été transféré dans les paradis fiscaux. Mais mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Les partenaires intermédiaires, qui sont terriblement nombreux, dans tous les pays que vous ne pouvez même pas imaginer, parce que si je me mets à les citer là, mais j'ai pris le plus important. Ils ont passé les commandes des kamikazes, des missiles guidés, des équipements de surveillance militaire, du matériel de cyberattaque, des armes à feu, des munitions, des moyens technologiques, des pointes innovants et tout ça. Bon. Est-ce que vous avez compris quelque chose? C'est que ces gars, avec Eran Moïse, qui est au centre de tout, ils ont donc prévu de passer par la force. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez vu, ils ont déjà détruit tout le monde. Comment l'or quitte le Cameroun, mesdames et messieurs? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'une étudiante qui prend le vol normal, Indira Babouké, parce que vous savez, hein, moi j'ai toujours dit, même dans le gouvernement, je ne suis pas là pour salir les gens, mais je fais seulement des enquêtes dans leur histoire là. Comment vous-même vous pouvez concevoir que quelqu'un qui prend les vols normaux, ce n'est pas Brenda Biya, hein, que la personne puisse faire sortir de l'or? L'or ne peut sortir que par le port et l'aéroport. Or, qu'est-ce qui se passe? Je découvre que l'or du Cameroun sort par des jets privés loués par Eran Moïse. Voilà la vérité. La famille présidentielle est dedans, mais c'est Eran Moïse et Ngongo qui font ça. Vous savez que quand son jet privé arrive, c'est Eran Moïse qui contrôle déjà. C'est non seulement le BIR, mais aussi l'aéroport. Vous vous rendez compte? Quelqu'un vient dans le pays d'autrui. On ne contrôle jamais son jet privé. Il se positionne à Yaoundé. Qu'est-ce que Eran Moïse vient faire avec des jets privés à Yaoundé? Posez-vous ces questions de façon régulière. On charge de l'or parce qu'il l'a recruté autour d'eux. Ils ont des faux, enfin, des militaires, des gendarmes qui sont déjà retraités ou bien qui sont avec eux. On charge, personne ne contrôle le jet privé de Eran Moïse. Au port, ça peut sortir, mais ça met du temps. Lui, il charge, il part. Puisque les autres de l'autre côté attendent. Quand on vous dit 5 camions d'INA, subitement vous commencez à nous dire que c'est l'enfant là qui a fait ceci. Je ne dis pas que les babouquets sont des saints, mais j'ai fait une lourde enquête. Voici les dossiers des babouquets ici. Voici les dossiers des babouquets ici. Que j'ai pu récolter parce que je vous ai dit que, vous avez vu pour Mbondayolo,
que ce soit les locations et tout, je viens, je vous lis. Parce qu'un journaliste doit avoir des documents. Mais cependant, comme je vous dis, voilà des documents qui, non seulement, montrent que c'est un crime bien organisé, ou ce n'est pas n'importe qui peut intervenir. Attendez. Une étudiante en médecine ne va pas arriver là-bas et tout là, et c'est elle qui va commencer à vendre de la... Hey! Non, il n'y a pas son nom. Ce que j'ai vu ici, moi j'ai vu plutôt les affaires foncières, j'aurais quand même un peu m'intéresser. Voilà ça, voilà les contrats. Parce que j'ai voulu bien savoir, avec les babouks, comme on m'a aussi dit que, et les stations d'essence, parce que je veux aussi savoir là où va l'essence du Cameroun. Donc j'ai quand même pris la peine d'enquêter. Je vois ici, ministère des Domaines et du Cadastre et des Affaires foncières, MINCAF, ceci et cela, 17 octobre 2024, autorisant la conclusion d'un bail amphithéotique sur une dépendance du domaine privé de l'État d'une superficie de 1900 mètres carrés, 6 au lieu dit Epounou, arrondissement de Yaoundé 4, département du Foundi, région du centre, avec l'entreprise Jossi Dallo Petroleum, représentée par M. Guéa. Là, cette entreprise, c'est au moins Mme Babouké. Ça, je le sais. Mais quand je regarde, c'est un bail. Ce n'est pas une propriété. J'ai regardé les coordonnées, B1 et tout. Article 6, le préfet délégué départemental des domaines et des cadastres. Bon. Voilà le dossier là. Je classe. Ici, je regarde encore parce que je veux savoir où vont les milliards s'il y a un truc là concernant les mines, les minerais, l'or, le diamant, ou bien s'il y a un truc là avec le truc qui vient de la SNH. Je vois ici contrat de bail. Ah, c'est encore un bail. On comparu la succession Prota Akono, représentée par M. Etoile Akono Protem, agissant en sa qualité de cohéritier administrateur de la succession. Dénommé dans ce qui va suivre, le bailleur. Ah, là-bas il y a un bailleur. La société Jossi Dallo Petroleum SA, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Yaoundé. Dénommé le preneur. Donc ici, c'est un contrat de bail pour un kiosque à usage de bureau, de boutique, un air de lavage, un bac de décantation, une fosse de graissage, des cuves de tuyauterie, 2 volumes, ceci et cela. Il y a l'assurance que je vois là-dessus. Je vois que les loyers, le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1 500 000. Donc pour ici, parce que j'ai aussi appris que les babouks arrachaient beaucoup de terrain et qu'ils avaient beaucoup de diamants, beaucoup d'or. Je veux quand même savoir. Parce que je veux aussi arriver sur Ngongo. Pour lui alors c'est trop grave. Sauf que ici, je vois que c'est un bail. C'est un bailleur. Pour le bailleur, 10% de ceci et cela et autres. Voilà ça. C'est signé locataire, Guia Hervé, bailleur, Mboti Omba, Jean Machin, et tout. Voilà ça. Si vous voulez, je vous montre tous les contrats, hein, parce que voilà ça. Voyez. C'est ça. Comme je vous dis là. J'ai dit, j'allais faire une enquête, comme j'avais fait, que ce soit en Bondayolo, j'avais montré ici comment est-ce qu'il achetait des terrains, il achetait des gros ceci et cela, mais je vous dis que j'ai fouillé, je cherche, mais moi j'ai trouvé seulement ces personnalités. Franck Hertz alors, c'est grave. Le fils de Chantal. Je crois que lui, il a tout pris au Cameroun. Je vois encore un autre, parce que j'ai pu chercher chaque contrat.
Ici, c'est quoi? C'est un contrat de bail encore. Oh. C'est toujours bail. Hein. Société, tout. Je vous ai dit que je vais partout. Il faut qu'on me dise là où part de l'argent et surtout qui utilise notre or. Donc, je suis Dalo Petroleum. Ici, c'est la succession Ongba Mathieu, représentée par M. Ntsama, Émile Roger, co-héritier et unique interlocuteur, pour que les gens ne disent pas que, voilà, si vous ne vous reconnaissez pas, vous dites que ce n'est pas moi. Et la société Josi Dalo Petroleum. Donc, ça, c'est les stations. Donc, on lui ici, c'est le bailleur représente le locataire qui accepte une parcelle de terrain bâti d'une superficie de 960 mètres carrés. Au lieu dit Nkondongo. Titre, fonction, numéro, tel. Donc, ça, c'est un bail. Est-ce qu'Indira Babou est là? Non, elle n'est pas là. Je vois que le bail là, 3 mois premières années seront payés d'avance pour une somme de, bon, passons, frais d'enregistrement. Donc, c'est enregistré. Passons. Ici, c'est contrat de bail à usage professionnel. Par devant maître, notaire, au siège du tribunal de première instance de Yaoundé, y demeurant, sous-signé, ont comparu succession Tana Biégué, materne, représentée par Dame Veuve Tana, née à Fanadoroté, Madame Messier Édouard, et puis l'Aube. Là-bas, c'est les bailleurs. Ah. Okay. La société Josidalo Petroleum SA, c'est encore station. Location, je vais voir où c'est acheté, où c'est... Non, c'est bail. Article 131 de l'OADA, jouissance, machin, et tout et tout. Je sais ici, impôt, est-ce que c'est enregistré? Présent bail consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 600 000 francs. Bon. Ça, c'est 600 000 francs, le bail, location. Puis, contrat de bail. Madame Emanga Atangana Catherine, Madame Bilois Eulali, épouse Etundi Antoine, et la société Josidalo Petroleum. Ceci et cela. Je vois encore qu'il s'agit d'un bail de 1516 mètres carrés situé à Yaoundé, au lieu dit Messa. Donc, pour un kiosque, une aire de lavage, un bac de décantation, des volus compteurs duo double pistolet. Voilà. Charges et conditions. Ouais, je suis parti prendre ça, hein, monsieur Babouké. Je ne vois pas Babouké lui-même, hein. Enfin. Je ne dis pas que c'est interdit, hein, qu'il fasse des affaires. La loi autorise tout le monde maintenant. Hein, voilà. Mais je cherche quand même. Parce que je cherche comment. Voilà. C'est le contrat de quoi? C'est le contrat des mines ou de l'or? Non. Contrat de bail à usage commercial. Arrêté quoi? Là, c'est encore une bailleresse qui est mademoiselle Ngangchu Ndjombie Laetitia, demeurant à Yaoundé. C'est elle qui est la bailleresse, société Josidalo Petroleum, machin et tout. Il a été arrêté, machin et tout. Bailleresse, tout ça. Vous savez, je ne peux pas tout vous lire. C'est juste pour vous dire, quand je viens parler, j'ai quelques documents, surtout en ce qui concerne les richesses. Ici, il n'y a pas sous-signé. C'est un contrat de bail. Bon. Puis enfin, succession Mangoul, Paul, machin.
par Ongba Titus, décédé, et dont le représentant actuel est M. Mboti Ongba, et la société Josidalo Petroleum et machin, tout ça, représenté par le directeur général adjoint. Présent contrat de bail porte sur une parcelle de terrain 1100 mètres carrés. Bon. Mesdames et messieurs, je dépose ici. Pourquoi ce travail? Parce que même à la fin du régime Biya, il faudrait que chacun rende compte. Et moi, je ne suis pas là pour raconter des mensonges. Même si je n'aime pas le régime Biya, même si je n'aime pas Babouké, mais sur ce coup-ci, la fille là, elle n'a rien à voir. Si vous demandez la location des stations, voilà ça. Moi, j'ai trouvé. Bon, la location des stations, tout le monde peut... Voilà, l'essentiel, c'est... Voilà. Mais sur l'or, là, ce sont les gens qui volent de l'or, qui font maintenant, qui livrent les autres. Mais c'est hallucinant. Regardez ce grand banditisme qui est en train de se passer. Et vous, nous livrez Indira Babouké. Indira Babouké, mais bon. J'ai fait des enquêtes jusqu'à Dubaï. C'est parce que je ne voudrais même pas diffuser son adresse. Indira, moi, je sais là où tu habites. Hein. Mais c'est un petit appartement. Elle prend le taxi, elle n'est pas comme Brenda. Elle n'est pas comme Brenda. Donc, ne la crucifiez pas. Ce n'est pas elle. Ngongo, dites-nous qui a tué Dodon Doké. Vous n'allez pas dire que c'est Indira. Ketia Kourtes, dis-nous, au ministère des Mines. Pourquoi vous avez tué Dodon Doké en l'empoisonnant? Pourquoi vous voulez récupérer tous les ports? Vous avez déjà récupéré les aéroports et tout et tout. Pourquoi vous venez? Quelle est cette mafia? Regardez comment vous m'avez fait perdre le temps. Ketia est venu avec six fausses sociétés. À Dubaï, comme également aussi le secret bancaire et tout là. Le gars de la CONAC, mais c'est comment? Non, vraiment, nous on ne peut pas ouvrir ça, mais on te souffle quand même que machin et tout ça. On ne peut pas. On ne peut pas, mais on connaît ça. Hein, vraiment, bonne chance. Mais si nous on parle là, demain on va finir. Voilà là où va notre or, notre diamant. Chantal Biya, Ngongo, Eran Moïse. Il y a l'autre qui n'est pas dedans, hein. Il y a l'autre fils de Chantal là, qui n'est pas dedans. Comment on l'appelle? Patrick. Il n'est pas dedans, lui, il est souvent enfermé dans les machins là, et après quand il sort, il va demander un peu pour fumer là, il a un peu d'argent ou bien il va chez le délégué du gouvernement dans la nuit. Donc même lui, je ne vais pas l'accuser. Je ne vais pas accuser des gens qui ne sont... C'est exactement comme on m'avait dit, que Kamto a pris 14 milliards. J'ai dit, si Kamto a pris 14 milliards, je viendrai dire. J'ai fait l'enquête. Je suis revenu ici, je vous ai dit que, voilà, moi je n'ai pas vu là où Kamto a pris 14 milliards. Je ne peux pas inventer. Donc l'histoire qu'on raconte sur la fille là, si vous avez des problèmes là-bas, faites ça là-bas. La petite Indira là, elle n'est pas concernée. Parce que vos enfants, vous avez laissé que... la fumée doit sortir de partout et tout et tout et tout. Non, faites vos combats là-bas, même avec son père Babouké. Bon,
Voilà, pour l'instant, là, c'est des stations, hein, c'est des simples stations et tout, bon. Mais nous, ce que nous demandons, c'est ce qui nous est en commun. Chacun peut faire ses affaires. Hein. On ne vous interdit pas de faire des affaires. Mais comment vous pouvez venir avec des mercenaires? Piller tout notre or, nos diamants, les minerais rares. Vous avez entendu ça? C'est-à-dire que quand vous regardez, vous dites, mais ce n'est pas possible. Des milliers, des milliards. Et qu'est-ce que nous on est venu faire? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Et comme si cela ne suffisait pas, comme si cela ne suffisait pas, regardez ce qu'ils viennent de nous faire. L'affaire des lampadaires. Les lampadaires. C'est-à-dire que partout, les gens là sont. Chantal Biya, vous voyez, elle est là. Quand vous voyez Chantal prendre le jet privé là, elle fait exactement comme Ngongo, elle fait exactement comme Eran Moïse. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas leur jet. On charge, on part avec de l'argent, on va faire ceci. Regardez maintenant l'affaire des lampadaires. Vous avez vu ça où? On dit que maintenant, ils vont vous sortir 5 000 lampadaires, 21 000 lampadaires. Voilà encore un autre scandale. Mais Chantal, sache que ce que tu es en train de faire là, d'autres ont fait plus que toi. Regarde bien l'affaire, la femme de Ben Ali. Elle est où? Celle d'Ali Bongo, elle est en train de vivoter. Hein. Les poursuites ne sont pas terminées. Après, on va lui faire un mandat d'arrêt international. Chantal Biya, ce que tu es en train de faire là, avec Brenda Biya, par contre, Brenda Biya, elle joue actuellement, c'est-à-dire que les prêtres noms de Chantal Biya. Est-ce que vous savez, et ça, c'est un dossier de la semaine prochaine, que j'ai retrouvé que maintenant Chantal Biya est partie créer une autre entreprise de distraction des fonds aux États, en Angleterre, avec le nom de Brenda Biya. Elle utilise le nom de ses enfants. Et comme ils sont donc dans cette histoire-là, dans leur lutte et machin et tout, l'autre là, comme moi je dis souvent, Babo que lui, il fait ses coups de relais et machin, je ne sais pas, tout, mais bon. Mais je ne l'ai pas vu dans les affaires de l'or. Je vous ai dit. Si vous voulez vous chercher, il n'y a pas. Indira n'a jamais transporté un gramme d'or. Elle va passer où avec? Mais elle prend Air France. Ou bien elle prend ceci et cela, elle fait les machins et tout. Comment? Dites-moi, elle va passer comment? Quand on dit là qu'elle a des machins miniers et tout. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai retrouvé 3 personnalités. Je n'ai pas besoin de vous citer. Mais je voudrais d'abord m'arrêter sur cet autre scandale. Ce scandale qui concerne justement les lampadaires.